Bonsoir mes amis, ce soir on part dans l'hiver russe, un froid qui glace les rues, et un homme qu'on ne remarque pas, un petit fonctionnaire discret, moqué, invisible, jusqu'au jour où il s'achète un manteau neuf. Et là, tout change, mais pas pour longtemps. Le manteau de Nikolaï Gogol, c'est une histoire étrange, saisissante et humaine. Une histoire qui, au fond, nous parle de nous. Elle y mêle l'aliénation sociale, la quête de dignité et cette colère muette qu'éprouvent ceux qu'on méprise et qu'on humilie. Dans cette vidéo, on va découvrir cette nouvelle à travers son auteur, son intrigue et surtout ce qu'elle dit de notre époque. Parce que oui, parfois un simple manteau peut en dire long sur ce qu'on attend des autres et sur ce qu'on attend de nous-mêmes. Nikolaï Gogol est né en 1809 à Sorochintsy, dans la région de Poltava, à l'est de Kiev, en Ukraine. Il meurt en 1852 à Moscou. Écrivain au style unique, inclassable, il est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature russe moderne. Gogol se fait connaître par ses récits mêlant réalisme, fantastique et satire sociale. Le manteau paraît en 1843, au cœur de la Russie tsariste dirigée par le tsar Nicolas Ier. C'est l'époque d'une bureaucratie omniprésente et rigide, où la société est strictement hiérarchisée. Avec son humour grinçant et son sens du grotesque, Gogol y dépeint la vie des petits fonctionnaires de Saint-Pétersbourg, des employés modestes perdus dans les méandres administratifs. Le contexte est celui d'un empire figé dans les conventions, où l'apparence et le rang comptent plus que l'individu. C'est dans ce cadre que Gogol imagine le manteau, une nouvelle marquante par sa critique sociale et par la tendresse tragique qu'elle porte sur un homme humilié. L'histoire se déroule à Saint-Pétersbourg, dans le froid glacial de l'hiver russe. Le personnage principal s'appelle Akaki Akakievitch Batchmatchkin. C'est un modeste fonctionnaire, un petit copiste sans importance dans un ministère. Un homme timide, discret, presque effacé, qui mène une vie solitaire et répétitive. Il vit seul, il mange peu, il ne fréquente personne et consacre toute son énergie à recopier, mot pour mot, des documents administratifs. C'est un employé zélé, mais sans ambition. Je veux dire qu'il ne cherche pas à grimper les échelons, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Au bureau, ses collègues se moquent régulièrement de lui. Ils rient de son nom, de sa manière de parler, et surtout de son manteau. Un vieux vêtement élimé, rapiécé de partout, qu'il continue à porter malgré le froid. Akaki encaisse les moqueries sans rien dire. Parfois, il murmure une plainte, à peine audible, mais ça ne fait que redoubler les rires. Pour les autres, il est un être sans consistance, presque invisible. Un jour, son vieux manteau devient si abîmé qu'il ne peut plus le porter. Le froid pénètre à travers les trous. Le tissu tombe en lambeaux. Il consulte alors son tailleur, Petrovitch, un homme peu aimable, mais compétent. Le verdict est sans appel. On ne peut plus réparer. Il faut en faire un neuf. Akaki est effondré. Un manteau coûte une somme trop importante pour lui. Mais il n'a pas le choix. Sans manteau, il ne survivra pas à l'hiver. Il prend alors une décision. Il va économiser, sou par sou. Il fait des économies sur tout. Plus de bougies, plus de thé, moins de nourriture,
Il écrit à la lumière de la rue, mange frugalement. Il vit encore plus modestement. Et peu à peu, le projet du manteau prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement un vêtement, c'est un espoir. L'idée même de ce manteau neuf lui tient chaud, autant que le manteau lui-même. Il y pense jour et nuit. Et quand une prime inattendue lui est versée par l'administration, c'est le déclic. Il peut enfin passer commande. Le jour où le manteau est terminé, Akaki est bouleversé. Le drap est épais, le col en fourrure, la coupe élégante, il se sent transformé. C'est un autre homme. Quand il arrive au bureau avec son manteau, neuf, ses collègues n'en reviennent pas. Ils l'entourent, ils le félicitent, ils touchent l'étoffe, ils s'étonnent de la qualité. Le regard a changé. Pour la première fois, Akaki se sent vu. On propose même d'organiser une fête en son honneur. Officiellement, c'est pour célébrer la naissance du fils d'un collègue. Mais tout le monde sait que le vrai prétexte, c'est le manteau. Akaki accepte l'invitation, un peu intimidé. Il n'a pas l'habitude des mondanités. Mais ce soir-là, il participe à la fête. On le complimente, on l'écoute, on l'intègre. Pendant quelques heures, il se sent exister parmi les autres. Puis, le cœur encore léger, il quitte la soirée pour rentrer chez lui. Il marche dans les rues glaciales, mais il ne sent plus vraiment le froid. Son manteau le protège, et sa joie intérieure le réchauffe encore davantage. Mais dans une ruelle sombre, deux hommes surgissent brusquement. Ils l'agrippent, ils le plaquent contre un mur, et ils lui arrachent son manteau. Tout va très vite. Akaki tente de se défendre, mais il est trop faible. Les voleurs disparaissent dans la nuit. Il reste là, hébété, transpercé de froid. Il est anéanti. De retour chez lui, il ne dort pas. Il est fiévreux, angoissé, brisé. Le lendemain, il tente de porter plainte, mais on ne l'écoute pas. Le commissaire lui pose des questions absurdes, limite accusatrices. On promet vaguement d'enquêter, mais il comprend vite qu'il ne reverra jamais son manteau. Sur les conseils d'un collègue, il tente un dernier recours. Obtenir une audience avec un haut fonctionnaire. Un personnage considérable, lui dit-on. Après de nombreux efforts, il finit par être reçu. Mais à peine arrivé, il se fait recevoir avec froideur et mépris. Le dignitaire est vexé qu'un petit employé ose le déranger pour si peu. Il lui reproche son audace. Il l'humilie froidement, puis il le renvoie. Pour Akaki, c'est trop. Ce rejet le détruit. Il rentre chez lui et il s'effondre. Il tombe malade. Une forte fièvre l'emporte en quelques jours. Dans son délire, il réclame son manteau. Il supplie qu'on lui rende ce qu'on lui a pris. Et il meurt, seul, sans que personne ne s'en soucie vraiment. Au ministère, sa mort passe presque inaperçue. Un autre copiste prend sa place. Et tout continue comme avant. Mais peu de temps après, des rumeurs étranges se répandent dans la ville. Un fantôme entrait les rues de Saint-Pétersbourg. Un homme pâle, silencieux, qui surgit la nuit pour arracher les manteaux des passants. On dit que c'est Akaki, revenu d'entre les morts pour reprendre ce qu'on lui a volé. Certains rient, d'autres prennent peur, mais les témoignages se multiplient. Jusqu'au jour où le haut fonctionnaire lui-même est attaqué. Une silhouette jaillit de l'ombre, tire sur son manteau. Le haut fonctionnaire croit reconnaître ce visage.
c'est Akaki. Le même regard, le même silence. Et cette fois, le puissant ne peut rien. Le fantôme lui arrache son manteau et il disparaît. Après cet événement, les apparitions cessent. On dit que le fantôme, apaisé, a quitté la ville. Mais certains affirment encore l'avoir croisé dans les faubourgs. Quant au haut fonctionnaire, il ne sera plus jamais le même. Il aura compris, trop tard, la détresse qu'il avait refusé de voir. Et peut-être aussi qu'un manteau, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est parfois tout ce qu'il reste à un homme pour exister. Nous allons maintenant examiner cette nouvelle sur 3 grands axes. L'aliénation sociale, la quête de dignité et la revanche des humiliés. Et peut-être que nous pourrons voir comment ce récit du XIXe siècle fait écho à nous aujourd'hui. Un des aspects majeurs du récit, c'est l'aliénation sociale d'Akaki. Quand je parle d'aliénation sociale, je veux dire cette situation où une personne est ignorée par les autres, au point de ne plus exister à leurs yeux. Elle est là, mais personne ne la regarde vraiment. Elle travaille, mais personne ne la respecte. Elle parle, mais personne ne l'écoute. Et à force d'être traitée comme si elle ne comptait pas, elle finit par se replier sur elle-même, à vivre en retrait, comme une ombre. Peu à peu, elle s'efface elle-même. En fait, elle est réduite à une fonction, à une étiquette, à un simple rôle social. Dans le cas d'Akaki, il n'est plus qu'un copiste, un outil, une force de travail qu'on exploite, sans jamais la reconnaître. Akaki devient un rouage silencieux dans l'immense machine bureaucratique de Saint-Pétersbourg. Une machine qui ne sait même pas qu'il existe. Au bureau aussi, ses collègues ne le remarquent que pour se moquer de lui. On se moque de lui parce qu'il est doux, effacé, incapable de se défendre. Chaque humiliation le blesse, mais il n'a ni le rang, ni le caractère pour riposter. Alors il encaisse en silence. Peu à peu, il s'efface encore davantage. Akaki est seul au milieu de la foule, présent physiquement, mais socialement inexistant. Cette aliénation ne tient pas seulement à son tempérament timide, elle reflète aussi la dureté du système dans lequel il évolue. La société bureaucratique de l'époque, rigide et hiérarchisée, traite les petits employés comme Akaki comme de simples numéros interchangeables. Aux yeux de l'administration, Akaki n'est pas une personne avec des émotions et des rêves. C'est juste le copiste, un outil vivant, une force de travail à exploiter. Réduit à sa fonction, à force, il en est venu lui-même à s'identifier uniquement à son travail. Copier des documents est devenu sa seule fierté, presque sa raison de vivre. C'est sa manière à lui de survivre dans un environnement qui ne lui accorde aucune reconnaissance. Il se réfugie dans la routine, au point de se satisfaire de cette existence sans relief et répétitive. Mais là, il faut noter un paradoxe troublant. Plus il s'applique dans sa tâche, plus il devient invisible en tant qu'homme. L'aliénation d'Akaki suscite naturellement notre empathie. Et on peut se demander combien de personnes, encore aujourd'hui, vivent ce genre de situation d'invisibilité sociale. Dans nos bureaux modernes ou nos écoles, il y a autour de nous des Akaki. Je veux dire des individus discrets qu'on ignore ou qu'on taquine sans réfléchir. Des collègues dont on oublie le prénom. Des personnes qu'on ne remercie jamais. Le manteau nous invite à prendre conscience de ces injustices silencieuses.
En suivant Akaki, on ressent sa solitude et son chagrin muet. Et ça peut même nous faire réfléchir à notre propre comportement. Est-ce que nous-mêmes, nous prêtons attention aux personnes modestes autour de nous? Est-ce qu'on reconnaît la valeur de ceux qui n'osent pas s'imposer? Gogol, par cette histoire, nous rappelle à quel point l'indifférence peut détruire un être humain. L'homme a besoin du regard d'autrui pour exister pleinement. Ignorer quelqu'un, d'une certaine manière, c'est nier ce qui en lui demande à être connu. Le manteau montre cette vérité. Priver un individu de toute considération, c'est l'exclure du monde des vivants, sans qu'il soit mort pour autant. Le second thème fort de l'histoire est la quête de dignité, illustrée par le nouveau manteau d'Akaki. Ce manteau neuf n'est pas qu'un simple vêtement chaud. Il symbolise pour lui un espoir de renaissance, une promesse de reconnaissance, la possibilité d'exister aux yeux des autres. Jusque-là, Akaki vivait dans l'ombre, résigné, sans rien dont il puisse être fier. Pour la première fois, il nourrit un rêve personnel. Posséder quelque chose de beau à lui, qui le valorise un peu. On comprend que ce désir va bien au-delà du besoin matériel. En fait, c'est le besoin de reconnaissance qui s'exprime à travers cet objet. Quand le manteau est enfin confectionné et qu'Akaki le porte, sa vie change. Au bureau, ses collègues l'accueillent avec des compliments et des regards admiratifs. En un jour, l'attitude à son égard se transforme parce qu'il porte désormais un habit digne. L'effet est prodigieux. On l'invite, on le traite presque en ami, alors que la veille, on l'ignorait ou on se moquait de lui. Akaki, qui n'avait jamais connu une telle attention, ressent une fierté modeste, mais qui lui rend un peu de lumière. Sous ce manteau neuf, il se tient plus droit, comme si enfin on reconnaissait sa valeur d'être humain. On voit combien il avait soif de ce respect. Des années d'indifférence l'avaient fait rentrer en lui-même, mais il suffisait d'une étincelle de considération pour rallumer en lui l'estime de soi. Ce passage où la dignité d'Akaki semble restaurée met en lumière une vérité amère. Le regard des autres dépend souvent de choses superficielles. Il a suffi d'un bel habit pour qu'Akaki obtienne un peu de respect. Gogol nous montre ainsi combien la société juge vite sur l'apparence. Et le sort d'Akaki nous touche parce que, comme lui, nous savons au fond que le respect peut être fragile et conditionnel. Cette dignité qu'il acquiert grâce au manteau est réelle à ses yeux. Il se sent revivre. Mais cette dignité repose sur un signe extérieur précaire. Et en effet, tout bascule quand on lui arrache ce signe. Le vol du manteau est un coup terrible porté à Akaki. En perdant ce vêtement, il perd d'un seul coup la confiance et la place qu'il avait enfin réussi à gagner. La dignité qu'il avait ressentie s'effondre. C'est comme si on lui arrachait son existence nouvelle. Avant, il ne savait pas ce que c'était que d'être traité avec égard. Il souffrait alors sans doute moins de sa condition d'exclu, parce qu'il n'avait encore jamais connu le respect des autres. Mais après avoir goûté au respect, retomber dans l'invisibilité lui a été insupportable. On sent que quelque chose s'est brisé en lui à ce moment-là. Son désespoir n'est pas seulement d'avoir froid sans manteau, c'est surtout de redevenir personne. On aspire tous, à notre manière, à être estimés et reconnus. Certains cherchent cette reconnaissance à travers la réussite professionnelle. D'autres par des biens qui reflètent un statut, ou simplement par l'attention et l'amour de leurs proches. Le manteau d'Akaki peut symboliser n'importe quel but qui nous donne le sentiment d'avoir de la valeur, d'exister.
Le manteau nous rappelle aussi que la dignité d'une personne est précieuse et fragile. Il suffit parfois d'un rien, un compliment, un signe de respect pour redonner confiance à quelqu'un. Et à l'inverse, il suffit d'une humiliation ou d'une méchanceté gratuite pour l'anéantir. Gogol nous invite à en être conscients. Il nous fait ressentir de l'empathie pour Akaki, pour qu'on comprenne combien il est important de traiter les autres avec respect, combien il est important de ne pas détruire leur estime de soi légitime. Le troisième volet, c'est la revanche des humiliés, incarnée dans le récit par le retour fantastique d'Akaki, sous forme de fantôme. La fin de l'histoire bascule dans le surnaturel. Akaki mort revient hanter les rues pour arracher des manteaux, surtout à des personnes bien loties. Cette apparition pour la vengeance est lourde de sens. Psychologiquement, on peut y voir l'explosion de toute la colère et la frustration qu'Akaki avait gardée enfouie de son vivant. N'oublions pas que toute sa vie, il a subi sans rien dire. Il a été ignoré, ridiculisé, dépouillé, sans jamais pouvoir réclamer justice. Et donc, symboliquement, son fantôme prend le relais pour faire ce qu'Akaki vivant n'aurait jamais osé faire, s'attaquer aux puissants et leur faire ressentir la peur et la perte. La figure du fantôme d'Akaki est à la fois grotesque et même pathétique. Grotesque parce que l'image de ce petit employé timide, transformé en fantôme, voleur de manteaux, a quelque chose d'étrange, comme presque absurde. Et pathétique parce que même dans la vengeance, Akaki reste un être malheureux. En fait, cette figure fantomatique donne une forme à la rage impuissante et à la tristesse que peuvent éprouver les humiliés. Le fantôme d'Akaki est aussi le ressentiment qui hante les opprimés. Tant que son malheur n'a pas été reconnu, tant que l'injustice qu'il a subie n'a pas trouvé de réponse, Akaki ne peut pas véritablement disparaître de la mémoire collective. Son fantôme rappelle aux vivants qu'un tort a été commis. D'une certaine façon, Gogol suggère que les humiliations laissées impunies continuent d'empoisonner l'air du temps, un peu comme un revenant qui refuse de s'en aller. Et ce n'est qu'après avoir arraché le manteau du haut fonctionnaire, c'est-à-dire après l'avoir forcé à éprouver une humiliation comparable, que le fantôme semble apaisé et disparaît. La boucle est bouclée, la revanche est accomplie. Cet élément fantastique nous dit que la colère des humbles, si elle n'est pas entendue, peut finir par éclater d'une façon ou d'une autre. La leçon à tirer est une invitation à l'empathie et à la justice sociale. En laissant les humiliations s'accumuler dans l'ombre, le ressentiment collectif et contenu pourrait un jour nous revenir en pleine figure. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette analyse. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.